Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Il y a des portes qu'on croit pouvoir franchir, mais certaines devraient rester fermées. Je m'appelle Saïda et j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de ma vie. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire à quel point je me sens seule, triste et impuissante. En ce moment, il est très tard la nuit, et je suis en train d'écrire ce que je vais vous raconter, tout en réfléchissant à la manière de vous décrire le vide dans lequel je me trouve. Il m'est impossible de vous l'expliquer parfaitement. C'est pourquoi je voudrais commencer par le début. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours vécu dans le bonheur. Mes parents s'aimaient et se respectaient profondément. Ils ne s'étaient jamais disputés, ni même dit des choses mauvaises. Ma vie suivait son chemin dans cette maison où le bonheur régnait. La situation financière de la famille était très bonne aussi. Mais un jour, tout fut chamboulé. Mes parents, qui étaient si calmes et si remplis d'amour, changèrent totalement. Un matin, je me réveillais avec la sensation que mon cœur allait sortir de ma cage thoracique. Je me redressai de mon lit et fonçai vers le salon. Mon père et ma mère se criaient dessus. Ils ne s'étaient même pas rendus compte que j'étais à côté d'eux tellement ils étaient en colère. Je ne comprenais pas la raison de leur dispute. J'avais demandé plusieurs fois. « Papa, maman, pourquoi vous vous disputez? Arrêtez s'il vous plaît. » Mais ils ne m'écoutaient pas et continuaient leur dispute. À un moment donné, mon père s'aperçut de ma présence et me dit avec autorité. « Allez, rentre dans ta chambre, ma fille. » Ma mère répondit. « Ne crie pas sur ma fille, tu vas payer le prix de tes erreurs. » Puis elle m'attrapa par le bras, m'emmena dans sa chambre, me fit asseoir sur le lit et s'assit à mes côtés. Elle me prit dans ses bras et me serra fort, puis se mit à pleurer. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, mon père frappa à la porte de ma chambre et entra. Il s'approcha de nous et dit « Je m'excuse, je voulais pas que ça se passe comme ça. » Lui aussi se mit à pleurer. Je n'avais toujours pas compris pourquoi ils s'étaient autant disputés, ni pourquoi ils pleuraient ainsi. Le soir venu, chacun s'était un peu calmé. Le matin suivant, on prit tous les trois le petit déjeuner ensemble. Puis, ma mère me déposa chez sa sœur, ma tante Mounira. Même si j'avais demandé plusieurs fois à mes parents où ils se rendaient, ils ne m'avaient pas répondu. Ils avaient simplement dit qu'ils avaient quelque chose d'important à faire ce jour-là, et de ne pas m'inquiéter s'ils rentraient tard. Puis ils partirent. Je demandai à ma tante Mounira. « Tata, est-ce que tu sais où vont mes parents ?» Elle me dit « Je sais rien, Saïda. » Ce jour-là, je restai devant la fenêtre jusqu'au soir, à attendre le retour de mes parents. Une inquiétude me rongeait. J'avais comme l'impression que je ne reverrais plus mes parents. La nuit tomba. Ma tante me répéta plusieurs fois. « Allez Saïda, viens manger un peu. Il faut que tu dormes ma chérie. » Mais je ne l'écoutais pas. Je restais à ma place, regardant à travers la fenêtre l'arrivée de mes parents. J'attendais le moment où ils rentreraient et me prendraient dans leurs bras. Mais ce soir-là fut la dernière fois que je ne revis jamais mes parents. Le matin suivant, on apprit leur décès. Ils avaient eu un accident de voiture effroyable. Ma tante et moi, on se rendit immédiatement à l'hôpital. Là-bas, on demanda à ma tante de l'aide pour l'identification des corps. Elle entra dans la chambre et en sortit quelques minutes plus tard. Elle me prit dans ses bras et me serra fort, les larmes aux yeux. À ce moment-là, la porte de la morgue était entr'ouverte. Je les avais vus. Les corps de mes parents étaient carbonisés, horriblement brûlés. Après ce jour-là, je restais muette pendant plusieurs jours. Je ne parlais plus. Mon esprit était sans dessus-dessous. Je n'avais plus envie de m'accrocher à la vie. Ma tante était dans le même état. Même si on vivait toutes les deux dans la même maison, on parlait presque jamais. Plus le temps passait, plus tout devenait très dur. À l'âge de 18 ans, j'avais décidé de ne plus rester chez ma tante. Ma tante me disait « Ne pars pas Saïda. Tes parents m'ont demandé de m'occuper de toi. » Mais je ne l'avais pas écouté. J'avais été hébergé un court instant chez Yousra, une de mes amies d'enfance. Puis je me mis à travailler
et je m'installai dans un petit appartement. La maison de mes parents était louée, et les économies de mes parents avaient été placées en banque jusqu'à ma majorité. J'avais envie de commencer une nouvelle vie. Les premiers temps, je devais m'adapter à vivre seul. C'était difficile au début, mais mes amis m'avaient aidé. Puis, tout se mit en place. J'avais acheté une petite voiture pour mes déplacements. Au début, ma tante m'appelait souvent pour avoir de mes nouvelles. Et elle venait me rendre visite quand elle le pouvait. Elle faisait de son mieux pour m'aider. Mais quelque temps plus tard, j'avais appris que ma tante avait des problèmes de santé, qu'elle tombait souvent malade, et qu'elle ne sortait plus de chez elle. Après le décès de mes parents, je ne voulais plus intégrer d'autres personnes dans ma vie. Je n'avais pas la force nécessaire pour écouter qui que ce soit. Je voulais apaiser mon esprit en me contentant de mon entourage présent. Plusieurs mois s'étaient écoulés, et j'avais déménagé dans une autre ville pour ouvrir une nouvelle page de ma vie. Pourquoi ici et pas ailleurs ? J'avais ce besoin d'ouvrir une nouvelle page, car j'espérais me retrouver. Mon ami Yousra s'était installé là-bas pour son travail, et moi j'avais arrêté le mien pour un moment. Même si je ne voyais plus très souvent Yousra, sa compagnie me faisait du bien, et je savais qu'en cas de coup dur, elle serait là pour moi. 3 ans s'étaient écoulés depuis mon installation. Une nuit, dans mon rêve, j'avais vu ma tante. Elle était habillée tout en noir et semblait en mauvais état. Elle pleurait sans cesse et me disait « Aide-moi Saïda, je t'en supplie ». Au début, je n'avais pas fait attention à ce rêve, mais il se répéta plusieurs fois. Je me sentais perturbé, inquiète pour elle, et me demandais s'il lui était arrivé quelque chose de grave. Je voulais l'appeler et prendre de ses nouvelles. Rien que d'entendre le son de sa voix m'aurait rassuré, me disais-je. Malgré mes nombreux appels, elle ne décrocha pas son téléphone. En fin de semaine, je décidai d'aller lui rendre visite pour avoir l'esprit tranquille. Le samedi matin, je rassemblai quelques affaires, les mis dans ma voiture et pris la route. En arrivant au village de ma tante, je roulai jusqu'à sa maison. Son jardin était dans un état très négligé, limite abandonné. J'arrêtai la voiture et marchai jusqu'à la porte. Je m'aperçus que la maison était elle-même très mal entretenue. Comme je savais où étaient les doubles des clés, j'ouvris la porte sans difficulté. À l'intérieur, ça sentait le renfermé. Il y avait des toiles d'araignée et de la poussière partout. J'avais eu un mauvais pressentiment sur le champ. Je me dis, et si ma tante était décédée à l'intérieur, sans que personne ne s'en aperçoive, après avoir fait le tour de la maison, sans aucun signe de ma tante. J'étais toujours inquiète et me demandais si elle avait déménagé. Je décidai de demander aux voisins s'ils avaient des idées sur où elle pouvait être. Je frappai à la porte de notre voisine la plus proche, tante Nawel, pour savoir si elle savait où était ma tante. Tante Nawel était une femme d'environ 65 ans. Elle vivait avec sa fille unique et son petit-fils. Son petit-fils ouvrit la porte. Je lui demandai « Est-ce que ta maman ou ta mamie est là ?» Il secoua la tête et dit « Mamie, il y a quelqu'un qui veut te voir !» Puis il courut à l'intérieur. Tante Nawel arriva en un instant devant la porte. Je lui dis « Désolé tante Nawel de te déranger. Est-ce que tu te souviens de moi ?» Elle me regarda de haut en bas et dit « Tu serais pas la nièce de notre voisine Mounira par hasard ?»« Désolé ma fille. Ma mémoire flanche ces derniers temps. » Je lui répondis « Oui, c'est moi, c'est pas un problème. Je me suis installé en ville et j'ai été très occupé avec mon travail pendant un bon moment. Je n'avais pas pu prendre de ses nouvelles depuis un certain temps. J'ai essayé de l'appeler il y a quelques jours, mais j'arrive pas à la voir au téléphone. Je suis venu lui rendre visite, mais elle n'est pas chez elle. Est-ce que tu sais où elle peut être ?» Son visage se marqua d'une expression d'étonnement. Elle me dit alors « Tu n'es pas au courant ?» Je lui demandai « Au courant de quoi ?» Tante Nawel avança sa tête pour regarder autour de la maison, puis me dit « Entre à l'intérieur ma fille, ne parlons pas de ça ici. » On entra ensemble. Tante Nawel me fit asseoir et s'assit à mes côtés. Puis elle me dit « Je connais ta tante Mounira depuis plusieurs années. C'est une femme forte qui a la tête sur ses épaules. Mais il y a quelques mois, elle a commencé à changer. Au début, j'avais pensé qu'elle avait une fatigue passagère. Mais à chaque fois que je la voyais, son état ne s'améliorait pas. Il empirait de plus en plus. À chaque fois, je lui demandais si elle allait bien et qu'elle pouvait m'en parler si elle avait des problèmes. Elle me disait que tout allait bien et qu'elle avait simplement besoin de repos. Mais je voyais dans son regard que quelque chose n'allait pas. J'ai insisté plusieurs fois pour qu'elle me dise ce qui n'allait pas.
Mais elle ne me racontait rien. Puis elle continua. Un soir, après l'appel à la prière, tout le monde était rentré chez soi. Le ciel s'était assombri, alors qu'on était toujours à table. On entendit un cri horrible venant de dehors. On sortit tous pour voir ce qui se passait. Mounira était dans la rue à moitié habillée. Elle courait dans tous les sens, se tirait les cheveux, et elle appelait à l'aide. On savait pas quoi faire pour l'aider. Quand on s'approcha d'elle, elle était tellement hors d'elle que son corps se rigidifiait, et elle nous repoussait avec force. Puis elle perdit connaissance et tomba par terre. On appela immédiatement une ambulance. Quand ils arrivèrent, ils l'emmenèrent à l'hôpital en ville. Moi et d'autres voisines, on allait lui rendre visite à l'hôpital plusieurs fois. Mais quelque temps plus tard, les médecins nous dirent qu'elle avait quitté l'hôpital de son plein gré. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Et on ne sait pas où elle peut être. Ce qu'elle avait fini par raconter était très étrange. Car tante Mounira n'avait aucun endroit où elle pouvait se rendre. Mais je ne renonçais pas. Je me rendis chez les voisins pour leur demander s'ils avaient une idée de l'endroit où elle pouvait être. Mais personne n'en avait la moindre idée. L'inquiétude grandissait de plus en plus en moi. J'avais décidé de passer la nuit chez ma tante et de faire des recherches. Je pris le chemin de sa maison et commençai par faire le ménage. J'aérai les fenêtres. Le ménage dura jusqu'au soir, même si le temps n'était pas si mauvais dehors. L'intérieur de la maison était glacial. Je passai à la cuisine et grignotais un peu pour calmer ma faim. L'atmosphère de la maison avait complètement changé. Ce n'était plus la même maison où j'avais passé mon enfance. Il y régnait un silence étrange et un froid qui me faisait trembler. J'entrai dans la chambre de ma tante en me disant que je pourrais peut-être y trouver des indices. Je tirai chaque tiroir et fouillai partout, puis je tombai sur un livre. Je l'ouvris et parcourus les pages. Je tombai sur une vieille feuille jaunie par le temps. L'écriture était tremblante et désordonnée, comme si elle avait été écrite rapidement. Après un moment, je réussis à déchiffrer ce qui était écrit. C'était ma tante qui l'avait écrit. Voilà ce qu'elle avait écrit. Les choses que j'ai vécues ces derniers temps m'ont tellement épuisé que je n'en peux plus. Je paye le prix de nos anciennes erreurs. Ces choses sont toujours après moi. Ma sœur et son mari ont perdu la vie. C'est maintenant mon tour. Je crois que ma fin sera comme la leur. J'ai essayé de résister, mais il n'y a aucun échappatoire possible. Je ne comprenais pas ce que je venais de lire, de quelles erreurs elle parlait, et pourquoi elle avait inclus mes parents dans sa lettre. Mon esprit était confus. Le mieux pour moi était d'attendre le matin et d'aller à l'hôpital où ma tante avait été internée pour avoir des idées où je pourrais la chercher. Je pris la lettre délicatement, la pliai et la mis dans mon sac à main. Cette nuit-là, j'avais décidé de dormir dans le lit de ma tante. J'étais allongé, incapable de trouver le sommeil. Je ne faisais que tourner sur moi-même. Je commençais à avoir mal à la tête. Auparavant, je dormais tranquillement dans cette maison. Mais là, je me sentais angoissé. J'avais comme l'impression que quelqu'un était caché dans la maison et mes pieds. Soudain, mon regard fut attiré par la porte du placard qui était entr'ouverte. Je me levai et l'ouvris. Il n'y avait rien d'anormal dedans. Je refermai la porte et me rallongeai sur le lit. La sensation de malaise persistait et je commençais à étouffer. Je me redressai du lit, pris mon téléphone en main et regardai l'heure. Il était environ 3 heures du matin. Il restait encore quelques heures avant le lever du soleil. Je me levai du lit et allai au salon. Je m'installai sur le canapé, pris une profonde respiration et me mis à regarder dans le vide. Mes souvenirs refaisaient surface. Je pensais à mon père et ma mère. Mes jours de bonheur avaient laissé place à l'obscurité. Mes larmes étaient au bord de mes yeux, mais je n'avais pas pleuré. Quelques instants plus tard, à travers les rideaux de la fenêtre, de faibles rayons de soleil entraient dans la pièce. Le jour se levait. J'étais très épuisé, mais il me fallait me rendre au plus vite à l'hôpital. Je me levai, m'habillai, pris mon sac à main et quittai la maison. Je roulai jusqu'à l'hôpital. À l'intérieur du bâtiment, je demandai à tous les membres du personnel que je croisais s'ils savaient où je pouvais trouver ma tante. Mais personne n'en savait rien, alors que j'errais dans les couloirs sans espoir. Un homme en blouse blanche s'approcha de moi. C'était un jeune médecin. Il me dit « Vous cherchez quelqu'un ?» Je lui répondis « Oui, je cherche ma tante Mounira. Elle était en traitement ici. »
Le médecin secoua la tête et me dit « Suivez-moi dans mon bureau. Je vais faire des recherches sur l'ordinateur. » Je le suivis. Il devait avoir environ 35 ans. Il avait l'air calme et souriant. Sur la plaque de sa blouse, il y avait écrit Anwar, après avoir cherché un moment sur son ordinateur. Monsieur Anwar me dit « Oui, votre tante a bien été internée ici un long moment, mais elle a quitté l'hôpital il y a 3 semaines. Elle avait voulu partir de son plein gré, et on lui avait donné notre accord. » Je lui demandais « Est-ce que vous pouvez me dire où elle se trouve exactement ?» Le médecin, sans me donner de précision, répondit « Votre tante Mounira, avant de partir, a demandé plusieurs fois à certains membres du personnel le nom et l'emplacement d'un autre établissement, un hôpital psychiatrique assez ancien. Il a été construit loin de la ville, il y a une 50aine d'années. » Le médecin ajouta « Pour être honnête, je ne sais pas s'il est encore en service. Certains disent qu'il a été fermé définitivement, et d'autres affirment qu'il a été rouvert il y a quelques années, mais dans des conditions très particulières. Je ne peux pas vous garantir qu'elle s'y est rendue, mais c'est la seule piste que j'ai à vous donner. » Je demandais au médecin « Si l'hôpital est fermé, pourquoi voudrait-elle aller là-bas ?» Le médecin haussa les épaules et dit « Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle a de la famille là-bas, ou qu'elle veut rendre visite à quelqu'un, je sais pas. » Je ne voulais plus lui prendre de temps. Je lui demandais s'il pouvait m'indiquer où se trouvait cet hôpital. « Bien sûr, me dit-il. » Puis il tira un tiroir de son bureau, prit un bloc-notes, écrivit l'adresse dessus et me tendit le papier. Je le pris, le remerciai et quittai l'hôpital. En voiture, avant de mettre la ceinture et de démarrer le moteur, je sortis le papier de mon sac et le regardai, puis je pris la route. J'étais sorti de la ville et emprunté une bifurcation de la route principale pour une voie quasi déserte, en mauvais état, qui serpentait à travers une forêt. Après un long moment de conduite, j'aperçus de loin le bâtiment, même à distance. Il avait un aspect effrayant. Si on ne m'avait pas dit que c'était un hôpital, j'aurais cru à une ancienne usine abandonnée. Les murs étaient craquelés, les fenêtres sombres, et plusieurs étaient cassées. L'intérieur semblait obscur et menaçant. Je coupai le moteur de la voiture et hésitais à entrer. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je défis ma ceinture, mis le frein à main, descendis de la voiture, fermai les portes et marchai prudemment dans le jardin de l'hôpital. Un malaise difficile à décrire m'envahit. J'avais l'impression d'être constamment observé. Arrivé devant la porte, ma main tremblante l'ouvrit, je rentrai. À l'intérieur, un silence total régnait. Aucun bruit, aucune voix, pas d'infirmier, pas de médecin, pas de patient. Les ampoules grésillaient presque toutes. Mes pas résonnaient dans le couloir tandis que j'avançais vers l'accueil. Une seule femme y était assise. Elle leva la tête et me regarda pendant que je m'approchais. Son sourire était forcé, comme si son corps refusait de sourire. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. Je répondis. « Ma tante est une patiente ici. Elle s'appelle Mounira. » Son visage resta impassible. J'attendis qu'elle vérifie sur son ordinateur. Mais elle continua de me fixer sans cligner. Puis elle dit « Il n'y a aucun patient ici. » Mon cœur s'emballa. « Mais j'ai eu de ses nouvelles, je sais qu'elle est ici. Vérifiez s'il vous plaît. » Insistai-je. Les yeux de la femme se figèrent, et elle répéta avec le même ton. « Il n'y a aucun patient ici. » La nervosité m'avait gagné. « Vérifiez s'il vous plaît. Elle est peut-être dans un autre service. Je la cherche depuis ce matin. Je suis vraiment épuisé. » Soudain, elle se leva. Elle était très grande, se pencha vers moi et chuchota. « Les patients ne sont pas là le jour. » Une odeur dérangeante me monta aux narines. Je fermai les yeux un bref instant. Quand je les rouvris, la femme était de nouveau assise, comme si elle n'avait pas bougé. Elle reprit d'une voix glaciale. « Les sorties de la terrasse sont fermées. On vous appellera le soir. » Je ne voulais plus lui parler. Je continuai à marcher dans le couloir, n'entendant que mes pas. Le temps semblait s'être arrêté. Les bancs étaient recouverts de poussière. De légers tapotements provenaient des murs. Plus les minutes passaient, plus je me sentais mal à l'aise. C'était comme si les murs de l'hôpital respiraient et m'observaient. Je me demandais si ma tante était réellement ici, ou si j'étais arrivé trop tard. Mais je ne pouvais pas faire demi-tour.
Je n'avais pas d'autre choix que d'attendre. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. J'essayais de passer le temps avec mon téléphone, mais l'écran était figé et ne captait rien. Il était bloqué à la même heure. La solitude et la peur me causaient des crampes au ventre. Je continuais à marcher dans le couloir sombre. Devant moi, je voulais me rafraîchir. Un panneau indiquait les toilettes devant moi. Mais alors que je marchais, le couloir semblait se rétrécir autour de moi. J'avais du mal à respirer. Finalement, j'arrivais aux toilettes. L'intérieur était sale et effrayant, comme sorti d'un film d'horreur. J'entendis un murmure venant du fond. Je regardais partout, mais il n'y avait personne. Je me disais que j'étais probablement trop fatigué et que mon esprit me jouait des tours. Puis, j'entendis un chuchotement. « Reste ici, ne pars pas. » Mon cœur battait si vite que j'avais eu l'impression qu'il allait sortir de ma cage thoracique. Le chuchotement venait de derrière moi. Je me réfugiai dans une cabine et fermai la porte. Je m'assis et entendis quelque chose se traîner au sol. Une ombre passa sous la porte. Un frisson me parcourut le corps. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était peut-être un patient. Après un moment, le silence revint. Je sortis de la cabine et voulus me passer de l'eau sur le visage. Mais lorsque j'ouvris le robinet, l'eau qui en coula était sale et écœurante. Je fermai le robinet et me précipitai vers la porte. J'essayais de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Encore une fois, je poussais, frappais, utilisais mon épaule pour forcer la porte. Elle finit par céder. Je me jetai dans le couloir et pris une profonde respiration. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet hôpital. Le couloir était éclairé d'une lumière très faible. Aucune lumière ne venait des fenêtres. Le soleil s'était couché. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je me demandais à quel moment il avait pu se coucher. Je me dirigeai rapidement vers l'accueil. La famille était toujours comme si elle m'attendait. Elle continuait à me fixer sans cligner. « Le moment est venu, vous êtes prêts ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. « Quelle heure est-il ?» demandai-je. Elle me montra du doigt l'horloge murale. Il était minuit passé. C'était impossible. Sans que je ne dise un mot, elle ajouta « Le temps s'écoule différemment ici. » Puis elle se leva et commença à avancer dans le couloir. Ses pas résonnaient, amplifiés par l'écho. Je la suivis malgré moi. On arriva devant une porte. Elle entra la première, puis se tourna vers moi et dit « Entre à l'intérieur. » Elle continua à me fixer intensément du regard. J'entrai dans la pièce, les jambes tremblantes. La porte se referma immédiatement derrière moi. L'intérieur était sombre. Quand mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, je vis quelqu'un allongé sur un lit, attaché avec des sangles. En m'approchant, mon sang se glaça. La personne sur le lit était ma tante. Elle était quasiment méconnaissable. Ses cheveux sales collaient sur son visage. Son visage était creusé. Ses yeux cernés, des bleus couvraient son corps. Ses ongles, longs et sales, semblaient recouverts de boue. Je m'approchai lentement d'elle et lui demandai « Comment tu te sens, ma tante ?» Elle tourna la tête vers moi et me regarda. L'iris de ses yeux tremblait, comme si elle vivait ses derniers instants. Puis, d'une voix basse, elle prononça mon prénom. Je pris une chaise, m'assis à côté d'elle et lui dis « Je suis venu te sortir d'ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma tante? Pourquoi tu as quitté l'autre hôpital pour venir ici? Personne ne pourra te soigner correctement ici. Allez, raconte-moi tout s'il te plaît. » Ma tante me prit la main et la serra. Elle murmura « Pourquoi tu es venu ici ?» Je lui expliquai. « Je t'ai vu plusieurs fois dans mes rêves ces derniers jours. Je suis allé chez toi. J'ai demandé après toi à tes voisins. Ils m'ont dit que t'étais dans un hôpital. J'ai trouvé une lettre chez toi que j'ai lue. Mais je ne l'ai pas comprise. Un médecin à l'hôpital où tu étais interné m'a dit que je pourrais te trouver ici. » Ma tante ferma les yeux. Quelques fines larmes coulèrent le long de ses joues. Puis elle les rouvrit. Ses lèvres tremblaient. Elle dit « Pars d'ici tout de suite. » Je lui répondis « Non, je partirai pas sans toi. » Elle fixa le plafond, les yeux brillants dans la pénombre et murmura « Oublie cette lettre. Moi, ta mère et ton père, nous nous sommes mêlés à une malédiction dans le passé. Tes parents ont payé le prix de leurs erreurs par leur vie. C'est à mon tour maintenant. Quitte cet hôpital avant que cette malédiction ne t'affecte toi aussi.
À ce moment-là, sa respiration se saccada. Sa poitrine tremblait comme si quelqu'un d'invisible lui serrait la gorge. Puis, avec difficulté, elle dit « Saïda, va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. » Je répondis « N'insiste pas, il faut que je t'amène avec moi. » Ma tante attrapa mon bras. Ses iris s'élargirent. Sa voix devint rauque. Elle me supplia « Va-t'en d'ici. Ce lieu est maudit. Je suis condamné à rester ici. Tu as encore une chance de fuir. Pars d'ici. Vis ta vie et oublie-moi. » Des murmures incompréhensibles commencèrent à venir des quatre coins de la chambre. Soudain, la lumière s'éteignit et vacilla frénétiquement. Sous le lit, j'entendis comme quelqu'un ou quelque chose se traînait sur le sol. Je fis quelques pas en arrière. La voix de ma tante changea totalement. Elle devint grave et résonnante, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. « Va-t'en d'ici. » Son visage changea. Des veines apparurent sur sa peau, et le blanc de ses yeux s'élargit. Elle semblait étranglée. J'essayai de m'approcher, mais c'était impossible. L'air était devenu dense, formant un mur impénétrable. Une odeur de soufre émanait de toute la chambre. Je ne pouvais plus rester plus longtemps. J'étais résigné à laisser ma tante à son sort. Je tirai la porte de toutes mes forces, mais elle ne s'ouvrait pas. J'appelai à l'aide à haute voix, mais je n'eus pour réponse que des voix de souffrance qui semblaient venir des murs. Je poussai encore la porte de toutes mes forces, et quand elle céda, je me retrouvai dans le couloir. La porte de la chambre se referma derrière moi, et j'entendis ma tante crier de douleur. Je courais dans le couloir haletante, cherchant la sortie, mais chaque recoin se ressemblait. Je manquais d'air, et étais complètement déboussolé. Je vis au bout du couloir un panneau rouge qui clignotait. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'il s'éloignait. Mon cœur battait tellement vite que j'avais l'impression de courir à l'envers. « Astaghfirullah, pardonne-moi mon Dieu » répétais-je au fond de moi. Alors que j'étais presque arrivé, mon regard fut attiré par la fenêtre d'une chambre à ma gauche. Je restai figé. Un corps était suspendu au plafond, attaché par une corde. La personne portait un pyjama d'hôpital. C'était une femme. Ses cheveux cachaient son visage. Et un liquide sombre tombait lentement au sol. Une voix à l'intérieur de la chambre murmura « Je peux te voir ». La peur m'envahit d'un coup. Je me mis à courir sans réfléchir. Derrière moi, des bruits de pas résonnaient, se multipliaient à mesure que j'accélérais. Je ne savais pas combien ils étaient. Je priais intérieurement, désespéré. Finalement, j'arrivai devant la porte principale. Je la tirai, encore et encore, mais elle ne bougeait pas. Les pas derrière moi cessèrent, remplacés par des murmures étouffés. Mon corps tremblait. Je me retournai lentement. La femme qui était pendue se tenait maintenant juste devant moi. Son visage portait de profondes entailles, et elle me souriait, révélant des dents anormalement pointues. Je criais, me retournai, martelai la porte à coups de poing. Une seconde plus tard, mon corps se figea. Je sentis un souffle glacé dans ma nuque, puis un sifflement. L'air devint glacial. Une voix murmura derrière moi. « C'est trop tard pour t'enfuir. » Puis, tout devint noir. Un silence total. « Par là, je suis ici. Suis le son de ma voix. » J'ouvris les yeux. La voix venait de ma gauche. Je me mis à courir dans cette direction. Au loin, j'aperçus une petite lueur. En m'approchant, je vis qu'une fenêtre était éclairée. Quelqu'un tenait une torche électrique à la main. C'était un jeune homme, à peu près mon âge. Il agitait la lumière pour m'indiquer le chemin. En le voyant, un soulagement immense me traversa. « S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. » Il répondit avec calme. « Tu ne peux pas sortir par cette fenêtre. Il y a une sortie de secours de l'autre côté. Casse la vitre, je t'en supplie. » Il ramassa un morceau de parpaing et le lança de toutes ses forces contre la vitre. Rien, pas une fissure. « Je te l'avais dit, on peut pas sortir de là. Va au fond du couloir. Le panneau rouge montrera la sortie d'urgence. Elle sera à ta gauche. Tu seras là aussi. Oui, ne t'inquiète pas, je te promets. Mais il y a des choses dans le couloir. Je sais ce que c'est, n'aie pas peur, tu vas t'en sortir. » Sans réfléchir,
Je fis demi-tour et me mis à courir aussi vite que je le pouvais, en priant. Après un moment qui me parut interminable, j'aperçus enfin la porte de secours. Le silence était lourd, comme si les murmures respiraient. J'entendais de faibles bruits métalliques se frotter entre eux. Je ralentis, puis, dans l'obscurité, 2 yeux rouges apparurent. Ils me fixaient. Mon souffle se coupa. Je ne savais plus si je devais avancer ou reculer. Une voix prononça alors mon prénom, la voix de ma tante. Mon cœur se serra. Je voulus y croire, mais la chose qui avançait vers moi n'était pas ma tante. C'était autre chose. Une imitation déformée, impossible à décrire. Je fermai les yeux et courus droit devant moi. J'atteignis enfin le panneau rouge. La porte s'ouvrit d'elle-même. Je me jetai dehors. Le vent froid me frappa le visage. Mes jambes tremblaient tellement que je faillis tomber. Je respirais profondément, essayant de me calmer. Mes mains qui n'arrêtaient pas de trembler. L'homme à la torche sortit de l'ombre et s'approcha de moi. Il me tendit la main pour m'aider à me lever. « Allez, faut pas rester ici, dit-il. » On marcha un moment après nous être éloignés de l'hôpital. Puis je me tournai vers lui. « Qui es-tu? Et que fais-tu ici ?» Il resta silencieux un instant, baissa les yeux, puis murmura. « Moi aussi je suis quelqu'un comme toi, obligé de laisser ceux que j'aime derrière moi. Je n'ai personne d'autre. Je n'arrive pas à quitter ces lieux. Il y a une petite cabane pas loin. J'y habite. Et je viens ici de temps en temps. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que j'ai une mission à accomplir. Chaque fois que je reviens, je me dis que je pourrais entendre la voix de mon père et de ma mère. » Ces mots me touchèrent profondément. Je restai silencieuse, le regardant, puis demandai « Comment tu t'appelles ?» Il me répondit calmement « Je m'appelle Noureddin. » Au moment où je m'apprêtais à lui dire mon prénom, il ajouta « Je sais que tu t'appelles Saïda. » Mon cœur rata un battement. La peur se mêla à la surprise. « D'où tu connais mon prénom ?» J'ai entendu plusieurs fois l'écho de ton prénom à l'intérieur de l'hôpital, dit-il doucement. Sa réponse me rassura un peu. Mais une inquiétude étrange persistait au fond de moi. « Il faut pas que tu restes ici, » ajouta-t-il. « Paris ne revient jamais. Ceux qui restent à l'intérieur, en général, ils ne sortent pas. Tu peux te considérer chanceuse qu'il ne te soit rien arrivé. Rentre chez toi. »« Et toi ?» demandai-je. « Comment tu fais pour vivre ici? T'as pas peur ?» Noureddin baissa la tête, plissa les yeux, puis dit « Je ressens plus rien, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Mais toi, tu devrais partir. » Il tourna le dos et reprit sa marche droit devant lui. Je ne pouvais pas le laisser seul, je le suivis. Bientôt, il arriva devant une petite vieille cabane. Noureddin se tourna vers moi surpris. « Tu m'as suivi jusqu'ici? Bon, entre dans ce cas. » On entra. Il alluma sa lampe de pétrole et la posa sur la table, éclairant faiblement l'intérieur. Il mit quelques bûches dans le poêle à bois. Le feu crépitait, réchauffant l'air et apportant un effet apaisant sur moi. La cabane était simple, mais accueillante. Dans un coin, quelques couvertures pliées reposaient dans un coffre à bois. Sur un mur, un cadre ancien affichait une photo ternie par le temps. Un enfant avec ses parents souriait. Le verre du cadre était brisé à un coin. Mais l'image conservait tout son charme et son émotion. Je lui demandai « C'est chez toi ici ?» Il secoua la tête. « Non, je n'habite pas ici. Mais il m'arrive de venir passer quelques jours de temps en temps. » Pendant un moment, on resta silencieux. On n'entendait que le crépitement du feu dans le poêle. Je savais que Noureddin détenait des réponses, qu'il savait des choses. Il me fallait qu'il me raconte tout. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Où est ma tante? Et tes parents, où sont-ils? Si tu sais des choses, réponds-moi s'il te plaît. Noureddin resta silencieux un instant. Puis il s'approcha lentement du poêle à bois, ouvrit la porte et ajouta une bûche. La flamme grandit, éclairant vivement la pièce et révélant son visage. Son expression avait changé, comme s'il essayait d'oublier, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que de raconter. Alors il commença à parler. Mes parents travaillaient autrefois dans cet hôpital. Mon père était médecin, ma mère infirmière. Je n'étais qu'un enfant à l'époque. L'hôpital avait été fermé depuis plusieurs années. C'était un hôpital psychiatrique. Tout semblait normal après son ouverture. Mais quelques années plus tard,
Plusieurs patients perdirent la vie dans des conditions mystérieuses. Des rituels de sorcellerie y avaient été pratiqués. Dans quel but, je l'ignore. Certains disaient que c'était pour soigner les incurables. D'autres parlaient d'expérimentation sur les esprits des patients. Tout avait commencé avec l'arrivée d'un médecin récemment nommé chef de service. On disait de lui qu'il n'était pas croyant. Mais pendant ses expériences, il aurait tenté d'invoquer des entités invisibles, guidées par certains patients qui prétendaient être en contact avec le monde de l'invisible. Une partie du personnel avait pour mission de retenir les proches des patients, en leur faisant croire que tout allait bien. Mais rien ne se passa comme prévu. Le comportement du chef de service devint progressivement dangereux pour tout le monde. Mes parents m'avaient envoyé vivre quelque temps chez mon grand-père. Et bien sûr, je ne savais rien de tout cela à l'époque. Noureddin marqua une pause, puis reprit. Une brèche avait été ouverte. Plusieurs personnes disparurent. Plusieurs médecins démissionnèrent. Parmi ceux qui restèrent, certains perdirent l'esprit et d'autres disparurent. Quand l'hôpital fut fermé, ils occupèrent le bâtiment. Je demandai à Noureddin. « Qui sont ceux dont tu parles ?» Noureddin secoua la tête. « Je veux pas prononcer leur nom. Ce sont ceux qui se tapissent dans l'ombre et revendiquent les lieux abandonnés. » Les paroles de Noureddin me mirent mal à l'aise. Soudain, le cadre photo sur le mur se fissura un peu plus. Je sursautai, mais Noureddin resta immobile, comme si ce qui venait de se passer n'avait aucune importance pour lui. Il reprit. Après la fermeture de l'hôpital, aucun patient, ni membre du personnel restant n'a été retrouvé. Une enquête a été menée pendant plusieurs années, sans résultat. Plusieurs médecins qui avaient démissionné furent suspectés, mais ils étaient innocents et ne savaient rien. Pour moi, ceux qui ont disparu sont toujours là. Je lui demandai, et ma tante, qu'est-ce qui l'a fait revenir ici? Noureddin détourna le regard et, après un court silence, murmura, « Je ne sais pas. Seule elle doit savoir ce qui l'a attiré ici. » Je voulais lui poser la question sur ses parents et pourquoi il l'avait confié à son grand-père. Mais je me retins. Puis, soudain, j'entendis une voix venant de dehors m'appeler. « Saïda, viens dehors. » Je tournai la tête vers la fenêtre et je crus reconnaître le visage de ma tante. Elle était à quelques pas de la cabane, mais quelque chose clochait. Ses traits étaient différents, étrangement déformés. Noureddin s'avança avec la lampe à pétrole et l'approcha vers la fenêtre. Mais il n'y avait plus personne. Seulement des gémissements faibles au loin. Il me regarda. L'inquiétude et la peur se lisaient sur son visage. Ils t'ont suivi jusqu'ici. Une pierre fut jetée à l'intérieur, et un vent glacial s'engouffra dans la cabane. La lampe s'éteignit. « Il faut pas rester ici », dit Noureddin en m'attrapant la main. On sortit précipitamment. Des hurlements, mêlés à des voix dans une langue incompréhensible, provenaient de l'arrière de la cabane. Et des ombres surgissaient du sol. Ces choses semblaient être l'obscurité elle-même, sans visage ni forme précise. Noureddin récitait à haute voix des prières, formant comme un bouclier invisible autour de nous. On se mit à courir. Arrivé au jardin de l'hôpital, je ne pus m'empêcher de me retourner pour jeter un dernier regard. À travers les fenêtres, des visages sans expression, aux yeux rouges et luisants, étaient tous tournés vers moi. Noureddin me poussa hors du jardin, referma la porte et me dit « Ne reste pas ici, va-t'en. S'il te plaît, viens avec moi, ne me laisse pas ici. » suppliai-je. Il me tourna le dos immobile et dit « J'appartiens à cet endroit, je dois rester ici. » Puis il avança dans l'obscurité et murmura « Tout ça était pour te sauver. » Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles, alors que je courais vers ma voiture, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Je ne me souvenais pas comment j'avais pu conduire. Mon esprit était comme figé sur ce que je venais de vivre. Quand enfin, j'aperçus les lumières de la ville, je m'arrêtai dans un café. Assis là, je regardais autour de moi les passants, les rues. Tout ce que j'avais vécu dépassait mon entendement. Pourquoi ma tante était-elle retournée là-bas? Pourquoi Noureddin était-il resté après m'avoir sauvé? Que s'était-il réellement passé dans cet hôpital? Au matin,
J'avais toujours des dizaines de questions à l'esprit. La peur m'empêchait de dormir. La première chose que je fis en rentrant chez moi fut de chercher des informations sur cet hôpital. Pendant plusieurs jours, je consultais des archives, des forums sur Internet, des journaux anciens. Enfin, je commençais à avoir quelques réponses. Sur les mémoires d'une infirmière disparue, je lus « Vous pensez qu'ils ont disparu, mais ils sont toujours là, dans un monde imbriqué dans le nôtre. Ils errent à l'intérieur de l'hôpital. » Puis, je tombais sur un article de journal qui expliquait que, dans le sous-sol de l'hôpital, la police avait retrouvé des chambres insonorisées, des chaînes pendues au plafond, des motifs étranges tracés sur les murs, avec des dessins de créatures et des écritures dans une langue inconnue. L'article mentionnait également le prénom de Noureddine, considéré comme fou par plusieurs personnes, qui erraient autour de l'hôpital pour dissuader les curieux d'entrer, disparaissant toujours avant l'arrivée de la police. À ce moment-là, je compris que ce que j'avais vécu n'était pas un cauchemar. J'avais pu m'en sortir, mais la malédiction qui pesait sur cet endroit, elle, demeurait. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Et si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.